Jeudi 30 janvier 2025, l'historienne Valérie Posner, spécialiste du cinéma russe et soviétique et chargée de recherche au CNRS, présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « L'art dans la vie, le constructivisme soviétique dans les textes », paru aux éditions Les Presses du Réel, en dialogue avec Natacha Laurent, maîtresse de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique et de l'histoire du cinéma soviétique. Bon, merci pour votre présence ce soir, et c'est une soirée pour moi un peu exceptionnelle, parce que c'est un livre exceptionnel et c'est aussi un éditeur exceptionnel. Ce sont aussi des chercheurs et des chercheuses exceptionnelles. Voilà, merci à Paola Barrero Lopez, d'accompagner Valérie Posner, et évidemment à Natacha Laurent d'être l'historienne du moment. Il se trouve que c'est grâce à Natacha que nous avons monté cette soirée, parce on s'était rencontré avec Valérie Posner en plein Covid. C'était il y a 4 ans, je crois, dans la deuxième phase du Covid. On avait enregistré ensemble une émission à la Halle au Grain, où vous étiez intervenu. Enfin voilà, et c'était autour du soviétisme dans l'art, autour de l'art soviétique. Et c'était un débat, dans mon souvenir, c'est ça, non ? Voilà, et donc je crois que vous m'aviez annoncé cette publication, et puis on s'est un peu perdu de vue. Natacha a bien fait de me dire, je crois qu'il y a quelque chose d'important, donc le livre a été commandé, parce que les Presses du Réel, c'est pas simple. Ils font un boulot extraordinaire, vraiment. C'est remarquable, et de plus en plus remarquable, ce qu'ils font dans les domaines de la philosophie, de l'art, de l'esthétique, de l'histoire de l'art. Et ce livre est doublement exceptionnel. Je crois que c'est sûrement un des plus beaux livres qu'ils aient réalisés, avec le concours du Centre Pompidou. Voilà, mais je vais vous laisser évidemment en parler. Moi, si je veux dire quelques mots, parce que justement, il est question du Centre Pompidou. Alors je revenais en arrière. Moi, j'ai débuté en même temps que les grandes expos de Pompidou dans ce métier. 77 Paris-New York, 78 Paris-Berlin, 79 Paris-Moscou. Je crois que c'est une époque, je pense que c'est totalement impossible d'aller aussi vite aujourd'hui pour monter des choses aussi passionnantes et prestigieuses. Moi j'ai vu Paris-New York, j'ai vu Paris-Berlin, j'ai vu Paris-Moscou. Et il faut imaginer comme ici à Toulouse, la répercussion de ces expositions, c'était incroyable. Le catalogue de Paris-Berlin, je crois que ça a été probablement à la fin des années 70, c'était une de nos toutes meilleures ventes. Paris-Moscou, un peu moins, mais quand même. Paris-Berlin, c'était exceptionnel. Des milliers et des milliers d'exemplaires ont été diffusés et nous ont permis d'avoir accès à des choses qu'on ne connaissait pas. Évidemment, peut-être pour Paris-New York, c'était différent, mais déjà Berlin, on a vu vraiment des tableaux expressionnistes qu'on n'avait jamais vus. Et puis Paris-Moscou, je crois que c'était encore plus évident, puisque là, on ne connaissait pratiquement rien. Et notamment pas ce grand mouvement constructiviste que, moi, j'avais découvert grâce à l'Âge d'Homme et à la traduction du livre de Camille Lagré, L'avant-garde russe dans l'art moderne. Mais cette avant-garde russe que traitait Camille Lagré, c'était déjà à partir de la fin du 19e, mais c'était un livre passionnant, et il y en avait très peu. Et c'était traduit de l'anglais. Voilà, donc, moi je sais que pour moi, c'est un mouvement extrêmement important, et ce qu'on découvre dans ce livre, ce sont tous ces textes. Et je veux dire que, alors même qu'on est en train de terminer l'expo sur le surréalisme à Pompidou, avec les textes des surréalistes qui ont été souvent réédités d'ailleurs, il serait vraiment opportun que ceux qui ont tant couvert cette exposition se penchent sur ces textes révolutionnaires, parce qu'ils sont vraiment à la fois exaltants, extraordinaires, et ils ont peu de choses à jalouser de ce qui était écrit par toute cette merveilleuse bande de Bretons et de ses amis dans les années 20. Voilà, j'en ai fini, c'était pour dire vraiment l'émotion que j'ai
autour de ce mouvement et de ces artistes, et donc à vous accueillir toutes les trois ce soir. Donc merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci Christian pour cet accueil si chaleureux. Donc voilà, on a organisé ce dialogue avec ma collègue Paola Barrero-Lopez, qui est professeure d'histoire de l'art contemporain à Toulouse et qui vient de publier un texte qui est un très beau livre sur les artistes en Espagne sous Franco. Et la circulation du constructivisme se fait dans cette Espagne franquiste. Donc je savais que c'était aussi un petit clin d'œil à Paola. Et donc on accueille Valérie Posner, qui est directrice de recherche au CNRS, qui connaît bien Toulouse. Nous nous connaissons depuis de longues années. Elle est venue à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 2000 pour le cinéma stalinien. La deuxième fois, c'était Kino Judaïka en 2009. La troisième fois, les officiels, en 2015 pour le programme sur le cinéma soviétique en guerre 1939-1949. Et puis, il y a eu cette fois pendant le Covid qui était hors norme. Et il y a ce livre. Voilà, donc bienvenue à toi, Valérie, dans cette ville qui te connaît bien. Et donc, pour ce livre, comme l'a dit Christian, qui est tout à fait exceptionnel, L'art dans la vie. Donc, c'est un livre que tu as dirigé, le sous-titre, c'est Le constructivisme soviétique dans les textes. C'est un livre monumental et qui embrasse en fait la totalité des arts. Je pense que c'est l'une des premières, c'est ce qui saute aux yeux quand on ouvre le livre, c'est la première chose que l'on remarque. Et en même temps, Christian vient de le dire, il y a eu déjà, alors Paola pourra le dire pour l'Espagne, mais il y a eu déjà beaucoup de choses sur le constructivisme. Alors pourquoi faire un nouveau livre sur le constructivisme? Quel était l'objet, le projet? Il faut que tu le mettes peut-être en route, Valérie, si ça n'a pas été mis en route. Bonsoir. Alors, l'idée, elle était très simple, c'est-à-dire, quand on dit constructivisme russe ou soviétique, on reviendra d'ailleurs sur... on a aussitôt des images en tête, pour n'importe quel... non seulement historien d'art, mais bien au-delà. On pense à certains types de typographie, à certains bâtiments en architecture, des noms comme Rodchenko, Stepanova. On se dit, ah oui, voilà, on voit. Mais ce qu'on ne voit plus, ou ce qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on peut aujourd'hui, ce qui peut apparaître comme certains codes visuels, en fait, s'adosse à une théorie, à des positions, et c'est ces positions, cette philosophie que je voulais restituer et qui a été fortement articulée et pour lequel ces gens ont été fortement combattus et ensuite complètement marginalisés, que je voulais restituer à travers leurs textes. Alors, certains de ces textes, certains de ces écrits avaient déjà fait l'objet de traduction, ceux de Rodchenko notamment, mais il y en avait énormément d'autres qui ne l'étaient pas, et que j'avais collecté parce que cette histoire m'intéressait depuis très longtemps. Ce sont des textes de nature très différentes. Ça peut être des manifestes ou des pamphlets. Ça peut être au contraire des textes théoriques profonds. Ça peut être au contraire des réponses à des attaques dans la presse. Ça peut être simplement des petits textes qui accompagnent un programme d'études, par exemple, un programme de formation. Ça peut être la publication, par exemple, de vêtements qui s'accompagnent d'un petit texte explicatif où on retrouve les présupposés, les fondamentaux, si vous voulez. Du coup, ça fait un ensemble qui est évidemment très bigarré, très, très différent, et que j'ai ordonné, disons, selon les disciplines, alors même que c'était un mouvement qui fondamentalement pratiquait la transdisciplinarité. Mais bon, au bout d'un moment, il faut toujours trouver un moyen de réunir les choses.
Et donc, j'ai mis les textes vraiment d'ambition théorique ensemble. Ensuite, ce qui concernait, disons, les arts visuels en une partie, une section sur la photographie, une section sur le théâtre, une section sur l'architecture, une section sur le cinéma, une section sur la littérature, sur la musique et sur le geste ou le mouvement, et évidemment une grosse section sur ce qu'on appelle aujourd'hui le design, mais qui ne s'appelait évidemment pas comme ça à l'époque, et que j'ai finalement intitulé « Objet ». Parce qu'en fait, cette notion d'objet est une des notions principales. Alors, c'est quoi ces attendus? C'est quoi ce fond de la pensée de ces gens-là? Eh bien, c'est le refus de l'art, ou disons la mort de l'art, qui est appelé à se fondre dans la vie. Le point de départ est vraiment de, disons, de dire non au statut de l'artiste, inspiré, l'artiste qui a du talent, l'artiste qui a une individualité créatrice exceptionnelle et qui est, n'est-ce pas, sur son piédestal, et qu'il faut vraiment destituer, d'où leur slogan que j'ai repris dans le titre et qui était « L'art dans la vie ». Donc, l'art est appelé à se fondre dans la vie, mais ça signifie aussi que tout un chacun est appelé à créer, au sens où tout un chacun doit faire montre de créativité dans sa vie et modifier sa vie. L'idée, c'est aussi non pas de refléter l'art comme reflet de la vie telle qu'elle est, mais au contraire, il faut trouver les moyens de changer cette vie. Alors, on est à la période révolutionnaire, si bien que on est dans une période de complet bouleversement politique, social, économique, etc., et culturel. Du coup, cette idée de construire quelque chose est assez logiquement à la base, n'est-ce pas, de leur position à l'ensemble du groupe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va refuser la peinture de chevalet au profit de l'affiche. Donc, il y a un manuel, on en reprend, enfin, j'en ai repris quelques extraits. Apprendre à fabriquer une affiche et à quoi ça sert et pourquoi c'est important de faire des affiches, de faire des maquettes de livres, ne pas, comment dire, donc, la peinture, c'est terminé. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, il y a un très fameux tableau de Rodchenko qui s'intitule Pur rouge, où il couvre enfin, c'était un triptyque, il y en avait un rouge, un bleu et un jaune. Et c'est pour lui le dernier tableau. Après ça, il n'y a plus de peinture. Il faut fabriquer des objets, et c'est ce qu'il va s'employer à faire avec bien d'autres, n'est-ce pas? D'où le fameux texte qui est repris ici aussi, qui est « Du chevalet à la machine ». Donc, en quelque sorte, l'artiste est appelé à devenir un ingénieur, dans le meilleur des cas, en fait. C'est ça, le fond de la pensée. Il faut fabriquer, il ne faut pas fabriquer des petits motifs pour enjoliver des tasses qui sont faites selon des modèles anciens. Il faut repenser la fabrication d'une tasse parce que
en fonction des usages qu'on en a, en fonction du matériau. Il faut que ce soit cohérent, pratique, fonctionnel. Et donc, c'est une idée utilitaire du travail artistique, du travail créatif, qui s'impose absolument dans tous les domaines. On va repenser l'architecture en pensant, comme le fera aussi à sa manière le Bauhaus, des cellules de vie qui soient peu chères et pensées de la manière la plus fonctionnelle possible. Donc, tout ce qui est enjolivement, beauté, art, voilà, décoratif, etc., c'est exactement le contraire. Donc, le théâtre, par exemple, le théâtre doit apprendre aux gens qui vont le pratiquer tous à se tenir. Ce sera une école du maintien. Ce sera une école de la parole. On apprendra à parler en public, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment exactement le contraire de, comment dire, la façon dont même aujourd'hui, on voit les œuvres qui en sont restées, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui comme, encore une fois, des œuvres d'art, alors qu'elles étaient pensées pour que les gens s'en saisissent collectivement pour changer leur quotidien. Alors moi, je vais poser peut-être une question très simple et vraiment basique. Pourquoi ça s'appelle constructivisme? Parce que dans ton introduction, tu dis que il y a eu un autre terme, c'est productivisme. C'est pas la même chose. D'où sortent ces mots? Qui les emploie? Alors, tout cela part d'une discussion qui se tient entre la fin des années 20 et fin de 1920 et début 1921, qui va s'étendre sur tout le printemps 1921, au sein d'un institut nouvellement créé qui s'appelle l'INRUC, l'Institut de la culture artistique, qui a été fondé par Kandinsky, qui va, lui, être absolument à l'opposé, n'est-ce pas, de ce type d'approche de l'art, sur la différence qui est posée par Kandinsky au départ entre la composition et la construction. Et contrairement à la définition qu'en donne Kandinsky, les donc constructivistes, les participants à cette discussion, à ces débats, qui sont tous des artistes, les uns sont des peintres, les autres sont des musiciens, les troisièmes sont des architectes ou vont le devenir, ils, disons, renvoient la composition à la joliesse et vont promouvoir la construction. Mais la construction, évidemment, fait écho dans le vocabulaire des révolutionnaires de l'époque, politique, sociale, etc., à la construction d'une nouvelle société. N'est-ce pas? Ça va ensemble. Donc ça va avec la révolution. Absolument. Oui, merci. Donc je pense que beaucoup de choses à dire. C'est un excellent livre, franchement. Et j'imagine, le constructivisme a une histoire, une fortune particulière, non? Parce qu'à cause de l'arrivée de Staline, et il y a les œuvres qui vont être enlevées des musées, et il y a un brassage des idées constructivistes qui ont été très, très changées. Donc j'imagine, en voyant ces livres, choisir les textes implique établir une définition de constructivisme, non? Ça, c'est d'un côté. Et je pense que c'est très, très visible, réétablir ces projets de vie qui étaient en fait pas un projet esthétique,
c'était un projet politique qui se faisait aussi par la culture, non? Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans ces livres. Après, moi, je serais intéressée à plusieurs choses, non? Mais je veux dire déjà deux. Première chose, c'est que c'est fait par les choix des textes, qui en fait, c'est hyper large. On voit bien que c'est difficile de parler des peintures parce qu'ils étaient contre la peinture, ils étaient contre des modèles traditionnels de la même position de l'artiste. Donc, je me demande sur les contours de ce choix, non, qui reste dans les champs de la production matérielle des objets, parce qu'après, il y a des autres textes qui pourraient résonner très bien. Moi, je pense par exemple à Walter Benjamin, l'acteur comme producteur. Alors, comment vous avez établi ces contours? Parce qu'il y a quand même des liens très proches entre ce qui peut être considéré constructiviste et après des échos dans des autres auteurs qui sont en train d'écrire au même moment et qui sont en train d'un peu répondre au constructivisme, non? Ça c'est une des questions. Et après, une autre chose que je veux absolument donc on parle des textes, mais il y a beaucoup d'images dans ces livres. Et il y a un travail d'archives d'images exceptionnel, que moi je pense que donc il ne s'agit pas d'un livre de texte, il s'agit d'un livre qui redéfinit les contours du constructivisme après, à partir de ces textes, et les repolitise à mon avis, et après aussi toutes ces images qui ne sont pas des images non, quelquefois pas simples à trouver. Donc il y a quand même un choix, un parti pris que moi j'aimerais bien savoir plus d'où vient et pourquoi. Alors, c'est... les constructivistes, ça constitue quand même un groupe dont on connaît les acteurs, c'est clair. En font partie Gane, Rodchenko, Stepanova, Popova, je sais pas, Gane, oui, Arvatov, et ensuite ce sont Ginsburg pour l'architecture, Vesnine. Alors il y a certains acteurs de ce mouvement qui n'ont pas écrit du tout, voilà. Il y en a qui étaient uniquement des affichistes, par exemple, qui sont les frères Sternberg, par exemple, qu'on connaît bien avec Natacha, parce qu'ils ont fait beaucoup d'affiches de cinéma, mais ils n'ont laissé aucun texte. Ensuite, il était clair que je ne faisais rentrer là-dedans que les gens qui étaient en Union soviétique et qui écrivaient en russe, parce que ça a essaimé en Ukraine, ça a essaimé dans le Caucase, particulièrement en Géorgie. Mais bon, pour des raisons de langue, voilà, il se trouve que je n'étais pas capable de traduire du géorgien, ni de... voilà. Et même de l'ukrainien, c'est quand même tout à fait une autre langue, d'une part. Mais d'autre part, j'ai aussi choisi de prendre des textes de certaines personnes qui n'ont pas appartenu longtemps à ce mouvement, qui en sont rattachés pendant une petite période, quelques années, 1 an, 6 mois. C'est le cas de Exter, par exemple, qui part en émigration, en fait, début 24, mais en 23, elle a quitté son atelier à Kiev, elle est à Moscou, elle est vraiment dans ce milieu, et elle fabrique des vêtements qu'elle accompagne d'un discours qui est clairement dans cette mouvance. Benjamin, c'est pas un hasard si il parle comme ça, parce qu'il est à Moscou en 26. Hein. Donc, il y a une espèce de tropisme à ce moment-là qui fait que, voilà, enfin, on sent très très bien à les lire qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est à l'extérieur, puisque, comment dire, ce n'est pas un mouvement qui rencontre un assentiment ou qui, d'un seul coup, devient comme une grande vague. Au contraire, n'est-ce pas ? Ils sont toujours
un très bref moment, je dirais 22, 23, ils sont vraiment, ils occupent le haut du pavé, mais très rapidement, ils sont attaqués aussi bien par des partisans du réalisme en peinture, de la figuration, etc., que par les bolcheviks qui sont vraiment des ténors comme particulièrement Trotsky, qui les combattent très clairement. Parce que le projet bolchevique est au fond un projet qui est totalement orthogonal par rapport au leur. Pourquoi ? Parce que pour les bolcheviks, toute la société est vue quand même comme une pyramide, au sommet de laquelle est, le prolétariat qui détient la vérité, admettons, et puis qui doit entraîner la masse derrière lui. Et d'une manière générale, pour l'art, cette vision pyramidale est la même. À savoir que l'art est pour eux d'abord un moyen de connaître le monde, d'une part, chose qui est totalement absente des préoccupations et des pensées des constructivistes, évidemment. Et d'autre part, vous avez l'artiste que le lecteur, le contemplateur, le visiteur du musée doit admirer et doit, en quelque sorte, essayer d'imiter s'il veut faire de la création. Mais disons, l'idée, au contraire, de se saisir des outils de la création pour modifier sa vie, ça, c'est pas du tout dans le projet du régime. Donc, à partir de la fin des années 20, ils vont être complètement marginalisés. Oui, mais pourtant, mais je veux dire que les idées du constructivisme, du productivisme, ils se sont quand même répandus énormément. Moi, je pense au lien direct avec la République espagnole et la guerre civile. Je pense à la modernité des idées aux années 60, donc disons qu'ils étaient marginalisés, mais les idées, ils se sont répandus. Cette remise en question de l'artiste bourgeois, c'est fondamental. Tout à fait. C'est-à-dire, à l'intérieur du pays, ils n'existent plus. Ils sont non seulement marginalisés, pour certains, ils vont être arrêtés, fusillés, et leur héritage complètement oublié. Mais évidemment qu'il y a des échos et une influence à l'extérieur. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne ou ailleurs. Et évidemment, dans les années 60, avec le dégel, un certain nombre de choses font retour. On va retourner déjà le premier travail d'une historienne de l'art qui avait la chance d'être l'épouse de quelqu'un d'extrêmement fameux et à qui on ne pouvait rien refuser, qui était Constanta Simonov. Donc, elle était historienne de l'art, Larissa Jadova, et elle a commencé à publier des choses. Et son travail sur Tatlin est sorti, a connu une diffusion à l'extérieur, et de bien en bien, n'est-ce pas, sur Rodchenko, le travail de Khan Magomedov, il y a eu comme ça. On les a exhumés à ce moment-là. Et évidemment, ces travaux, notamment les textes en architecture par Anatole Kopp, qui a en France, justement, grâce aux travaux des Russes qui retrouvaient cet héritage, a pu faire des traductions en français. Et du coup, évidemment, ça s'est diffusé tant la radicalité de leur position consonnait avec une remise en question générale du statut de l'artiste dans les années 60, en Europe en tout cas, et ailleurs.
Alors, je reviens sur une question que tu as posée, Paola, sur la question du choix des images. Je oui. voudrais juste te dire, parce que Valérie me l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est aussi important de le savoir pour le livre, c'est qu'en fait, le livre est aussi un aboutissement pour toi, d'une certaine façon, Valérie, parce que tu entretiens avec ce constructivisme une complicité depuis le tout début de tes recherches. Et donc, ça explique aussi la richesse de ces textes. Tu m'as dit, quand j'ai commencé, j'avais attiré dans ma propre bibliothèque toute une série de photocopies qui avaient été faites avant 2000, en 2001, en 2004, etc. En 91, en 92. Voilà, c'est ça. Parce que Valérie est historienne du cinéma, mais il y a d'abord un tropisme. Voilà. Et ça explique aussi cette complicité que tu as et cette capacité que tu as à te mettre vraiment à l'intérieur du mouvement et à nous restituer cette vision du monde, parce que c'est vraiment une vision du monde. Alors, en revanche, pour les images, je pense que ça a dû être une autre paire de manches, parce que tu les avais pas forcément sous la main. Non. Et en termes de qualité, et puis même en termes de diversité. C'est-à-dire, quand on lit ces textes, d'abord, il est souvent question d'objets, de bâtiments, de réalisations, de vêtements, etc. Donc, ou de livres. Et aussi de choses contre lesquels auxquels il s'oppose. Donc, il fallait aussi que je remette dans l'œil du lecteur de quoi on parle. Hein, de quoi ils parlent, ces gens-là. Parce que sinon, tout ça flotte un peu et reste un peu abstrait. Moi, je voulais vraiment qu'on puisse dire « Ah oui, effectivement, c'est pas la même chose. » Ou bien « Ah oui, c'est pas mal. » Donc oui, là, il y a eu une recherche que j'ai entamée pratiquement après que l'essentiel ait été traduit. Et là... Avant 22 ? Oui, bien sûr. Évidemment, avant 22. Donc, tout était terminé, disons, c'est grâce au Covid. Hein. Covid, vous êtes... j'ai pu me focaliser sur ce projet qui était gros, donc voilà. Et après, en 21, il y avait encore des restrictions, mais enfin bon, on pouvait quand même. Et puis en septembre, je me suis retrouvée à Moscou. Et là, évidemment, je me suis précipitée dans les bibliothèques, les fonds d'archives. J'ai joint des personnes parce que voilà, il y a aussi des gens qui sont des ayants droit, des petits-fils, etc., que je connais parfois depuis aussi très longtemps. Alexandre Lavrentiev est le petit-fils de Rodchenko. Et donc, il m'a passé gentiment et gratuitement plein de reproductions. Il m'a indiqué des endroits, il m'a donné les adresses de certaines personnes parce que je voulais aussi, à la fin, faire des bios. En donnant c'est très utile à la fin. En donnant des petites photos de certaines personnes. Et ça, c'était parfois hyper compliqué de trouver des photos des gens à l'époque. Donc, par exemple, on n'avait aucune photo de Boris Arbatov. Aucune. C'est un théoricien absolument fondamental pour l'histoire de ce mouvement. Il meurt en 1940, il s'est suicidé dans un hôpital psychiatrique. Enfin bon, il a eu de toute façon une vie très compliquée avec des éclipses, etc. On n'avait aucune photo de lui. Et là, j'ai demandé à une amie, collègue à Saint-Pétersbourg de voir si, par exemple, dans son dossier d'étudiant de l'université de Saint-Pétersbourg, il n'y aurait pas par hasard une photo au moment où il s'est inscrit. Et c'est comme ça que c'est la photo, la seule photo. Alors, j'aime mieux vous dire que les collègues ensuite aux États-Unis m'ont demandé cette photo tout de suite. Ah, on a enfin une photo de Arbatov. Donc, parce qu'on doit dire quand même que ce livre n'a pas d'équivalent ni en russe, ni en anglais, ni en allemand. C'est vraiment un objet tout à fait ni en tout italien, à fait unique. Voilà. Un jour peut-être en espagnol. Il me semble que ça devrait. Parce que effectivement,
Ça fonctionne, Oui, ça fonctionne. micro. Effectivement, moi, en lisant l'introduction, en voyant les textes, enfin, c'est quand même des textes qui sont pour la première fois traduits, non? Oui, oui. Et moi, je voulais poser la question sur la sensibilité envers des femmes artistes. Oui. Donc, il y a... alors, on ne peut pas faire sortir de rien, parce qu'il y avait les contextes qu'il y avait, mais il y a, non, ces sensibilités envers faire ressortir ces voix. Tout à fait, oui, oui. Il y a... disons que on a édité des textes de Rodchenko, mais très peu de textes de Stepanova. On a, voilà, non pas que les femmes aient été volontairement invisibilisées, non. C'est pas surtout que à cette époque, au contraire, n'est-ce pas, et dans ce milieu-là, les femmes avaient tout à fait été au moins sur un pied d'égalité, mais c'est vrai que les histoires de l'art n'avaient pas retenu leur texte. Donc, moi, je me suis attachée à essayer de trouver, de leur assurer une présence qui soit pas seulement visuelle, mais aussi en tant que théoricienne, penseuse. Avant de regarder peut-être des images, moi je pensais à une autre question, Valérie, parce que bien sûr, l'arrivée de Staline en 1928-1929, la mise en place du projet stalinien, évidemment, tous ces constructivistes sont dans la ligne de mire du régime, mais en même temps, que devient cet héritage-là? Est-ce que vraiment il disparaît complètement du réalisme socialiste, ou est-ce que tu vois, toi, une infusion, Oui, alors on ne peut pas dire que ce soit aussi schlack boum. D'abord, parce que c'est pas en 28 que tout ça s'arrête. Même s'il y a des attaques très violentes, ça ne s'arrête pas. Notamment, par exemple, en architecture, simplement parce que la durée de mise en place de projets architecturaux, comme vous savez, surtout dans un pays avec des, disons, pauvres en matières premières, etc., ça met parfois des années. Du coup, il y a certains bâtiments qui ont été construits jusqu'au milieu des années 30 et qui répondent tout à fait à des programmes qui étaient ceux des constructivistes. Ensuite, dans le design, dans certains aspects du design, il y a des choses qui restent. C'est en quelque sorte... Quoi, par exemple, dans le design? Typo. On n'en revient pas aux petites vignettes contournées, disons, et parce qu'il y a aussi, disons, cette nécessité de répondre à la lisibilité qui est demandée par des populations qui sont à moitié analphabètes. Alors il vaut mieux faire des choses comme eux les avaient pensées, simples, fonctionnelles, mais claires. Voilà. C'est un des domaines dans lequel ça reste. Le design graphique, moi je trouve dans les affiches soviétiques, non, on peut vraiment voir ces continuités, non, de photomontage. Tout à fait. Le photomontage est réinterprété pour le projet de la propagande du parti, très clairement, mais conserve des éléments, même pendant la guerre, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on voit tout à fait des continuités. Et d'ailleurs, certains des artistes, comme Cloutsis, s'adaptent complètement à cette demande de la propagande. Et il va faire du photomontage et des grandes affiches à la gloire de Staline, comme il en a fait, pas du tout dans cette optique, dans les années 20. Donc, tout n'est pas complètement, immédiatement et définitivement ratiboisé. Mais
très clairement, disons, le projet, dans son essence, est complètement dévoyé. On en retient et on en conserve que certains traits qui sont des traits formels, je dirais, et pas du tout fidèles, disons, à l'esprit et aux positions qui étaient les leurs. On regarde quelques images. Si on peut brancher le vidéoprojecteur, super. Comme ça, Valérie va vous proposer quelques extraits. Comme ça, elle va pouvoir... très peu. Hein, oui, juste quelques images, juste pour voir. Non, non, ça va. Pour les faire descendre, j'ai juste... Voilà. Alors, c'est trop petit. Enfin, c'est comment dire, c'est ratiboisé en haut et en bas. Je ne sais pas pourquoi ça a été. Bref, c'est plus grand. Hein. L'image dans le bouquin, elle est plus grande. Donc là, vous avez la tour imaginée, qui était un monument à la 3e internationale, pensée, imaginée par Tatlin, qui est en quelque sorte disons l'artiste qui donne le coup d'envoi à ce mouvement, même si ensuite lui-même va évoluer, fera jamais partie complètement du mouvement, il en est, disons, un électron proche de cette planète. Et où est-ce que ça a été construit? Donc ça n'a pas été construit. Seule une maquette a été construite, une maquette qui était déjà tout à fait considérable, mais c'était pensé pour occuper à Saint-Pétersbourg le centre de la ville, et ça aurait complètement écrasé par sa hauteur l'ensemble du bâti urbain. Ça aurait été au-dessus de la cathédrale Saint-Isaac, ça aurait été bien sûr. Complètement. Alors, la suivante. Alors, la suivante, c'est justement Pur Rouge. Voilà. C'est pour vous montrer la fin, la mort définitive de la peinture de Chevalet. Voilà. Ça, c'est Rodchenko. Ça, c'est sans doute le premier manifeste, on peut dire, du constructivisme, ça s'appelle L'art dans la production, qui paraît en début mars, je crois, 21. Et il y a marqué 1, mais en fait, il n'y a jamais eu 2. Mais qui est un ensemble de 5 ou 6 articles, dont certains ont été repris dans le livre. Donc ça, c'était aussi parmi les dernières toiles qui devaient signer la fin de la peinture, par quelqu'un qui ensuite se recycle à faire tout à fait autre chose, et notamment des dessins pour le textile. Et qui est Rosanova. Ah, c'est Rosanova, ok. Ah. Donc voilà un exemple de mise en page typique pour le constructivisme. Alors, comment il faut découper un livre, puisque, comme vous savez, les pages autrefois étaient présentées et cousues en cahier qu'il fallait découper. Donc, pas avec le doigt à gauche, pas avec une allumette à droite, mais avec un couteau. Voilà. Donc, il y a une dimension pédagogique tout à fait évidente, enfin didactique. Je sais pas. Oui, oui. Donc voilà. Voilà, typique affiche de Cloutsis pour donc sur le front de la construction socialiste. Mais en tout petit, hein, Valérie, quand même. Hein. Oui, oui. En tout petit. Socialiste tout petit, oui.
mais où vous voyez donc là aussi photomontage et organisation du... Et oui, sous le front, les travailleurs, on a la femme et l'homme. Hein. Enfin, c'est intéressant, non, tout comment c'est construit. C'est vous, socialiste, c'est souligné ici, là. Ah, tout petit, mais souligné quand même. Oui. Ouais. Enfin, je trouve que les lettres sont petites par rapport à la place de l'image. L'image est quand même ultra, très très dominante quand même sur ce... Donc voilà, ça c'est un des bâtiments un peu emblématiques des constructivistes, donc, qui est un club, le club Zouïev à Moscou. Il a été restauré et peint. De façon absolument aberrante. Complètement aberrante, affreuse. Et puis l'intérieur n'a plus rien à voir avec la façon dont ça avait été conçu, imaginé, parce que vous aviez salle de théâtre, club d'échecs, différents types de clubs, salle de cinéma, bibliothèque, lieu de débat, bref. Voilà, mais c'est à Moscou. Et c'est devenu quoi à l'intérieur, Valérie ? Je ne sais même pas maintenant ce que c'est. Je crois que ça a été privatisé. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'avais vu des lieux comme ça qui ont été privatisés, en plus à la sauvage dans les années 90, qui sont devenus des dancing, des restos, des trucs. Voilà. Donc, c'est un peu différent comme projet. Donc voilà, ça, c'est une... séparément, ce sont des images très connues de photographies de Rodchenko, n'est-ce pas? Mais en fait, lui les avait prises pour les mettre ensemble sur cette page, qui était une page d'un reportage qu'il avait fait dans une usine, et qui est dans une des dernières revues du mouvement, qui s'appelait Dayosh, et donc qui a connu 14 numéros, et j'ai été reprendre des pages directement de cette revue. Peut-être une petite dernière avant de passer la parole au public. Oui, ça, voilà. C'est formidable, ça. Donc ça, c'est là aussi. Les vêtements devaient être fonctionnels, simples, etc. Donc, notamment, le vêtement sportif, qui est donc proposé ici par Stepanova pour femmes et hommes. Voilà. À la fois, on doit bien voir à quelle équipe. Donc, vous avez le logo de l'équipe des deux côtés, mais en même temps, ça doit pas gêner les mouvements. Voilà, tout est pensé de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis, boutonnage complexe, etc. Donc voilà. On vous passe la parole si vous avez des questions, des remarques. Oui, quand on regarde un petit peu effectivement les textes de Rodchenko, parce que j'ai juste commencé effectivement à m'y plonger, ça a été mon cadeau de Noël, si je puis dire, ce livre, comme une évidence, tellement et après il faut trouver le temps de lire, et là donc je suis noyé dans les copies, et bon voilà, donc c'est comme ça, mais vraiment on se dit mais quel est l'horizon de l'art vu par Rodchenko, c'est-à-dire au moment où il bascule dans la pratique du photomontage et de la photographie, comme d'autres, Raoul Haussmann a à peu près la même trajectoire, mais l'horizon rêvé de l'art, alors si c'est plus le tableau de chevalet, c'est-à-dire c'est plus la forme matérielle du tableau peint, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire pour moi c'est l'imprimé, c'est-à-dire que ça soit l'affiche, la revue ou l'ouvrage, c'est vraiment ici la mise en avant de l'imprimé. Oui, tout à fait, c'est la mise en avant de l'imprimé. Et Rodchenko, d'ailleurs, et Stepanova, dans les années 30, se sont mis à faire des maquettes d'ouvrages très inventives, où ils gardent d'ailleurs pas mal de leurs principes, même si c'est adapté pour... vous aurez des effigies de Staline, etc. Mais enfin, quand même, le projet
reste là. Et le journal, enfin la revue qui s'appelle l'URSS en construction, reste encore vraiment très dans la lignée de leur position dans les années 20. Mais effectivement, on n'admire pas, on fabrique. Oui. Et moi, je pense par exemple à Lisinski, qu'il a tout en projection après dans la création d'expositions, de scénographies d'expositions, que c'est super intéressant. Et bon, c'est passionnant. Non, mais ça, il y a pas mal de mots, oui. Et il y a des textes de Lisinski. Sur la question pas sur sa pratique. Alors, pas sur cette question, parce qu'il n'y en a pas. Mais sur, comment dire, il a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait dans les rues, comment est-ce qu'on met en, comment est-ce qu'on aménage les rues de façon à attirer l'œil, à construire le mouvement. Enfin, il y a toute une réflexion qui est passionnante, vraiment. D'autres questions ou remarques ou demandes Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question concerne plus l'après. Il se peut que vous ne soyez pas vraiment spécialiste, mais pour être héritière de cette époque-là, il me semble qu'ils ont laissé quand même très fort héritage. Finalement, on a grandi avec l'idée de utilitarisme. On demandait des cadeaux utiles, on était très... en fait, on n'était pas du tout contemplatif. Finalement, si j'ai bien compris, leur groupe s'est arrêté dans les années 30. Début des années 30, oui. Mais finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais leur héritage... oui, il s'est diffusé tardivement, parce que ça répondait aussi à une espèce d'attente ou de réflexion sociale. Enfin, je veux dire, on va les chercher et on les regarde et on les lit parce que on en a besoin parce qu'on a une autre attente par rapport à l'art aussi. Là, il y a quand même un côté chaudron, parce que ça va s'aimer dans toute l'Europe. Tout à fait. Enfin, c'est déjà à neuf. Tout à fait. En 29, Lisinski d'une part, bien sûr Lisinski y est, mais Lisinski c'est très particulier parce qu'il passe quand même 4-5 ans entre l'Allemagne et la Suisse au milieu des années 20 avant de repartir. Et puis, il va garder des liens quand même avec pas mal d'artistes et de créateurs en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc. De même que Eisenstein, il est à la Sarah en 29. Et puis, il va aussi, il y a là des contacts et des choses qui circulent, évidemment. Et puis, au tout début des années 20, il y a pas mal de choses qui sont aussi publiées en Allemagne, directement. Wish, par exemple, Objet, qui est publié par justement Lisinski et Ehrenburg. Et une version donne, en tout cas aux Allemands, sur quelques numéros, une idée du constructivisme. Et elle est publiée, c'est une revue qui est publiée en 3 langues, français, allemand et russe. Donc. Bonsoir. Alors moi, je ne connaissais pas beaucoup ce mouvement, donc ma question peut vous paraître étrange. Vous avez fait naître ce mouvement pendant la période de la Révolution. Il n'y a pas d'autre source. C'est-à-dire c'est un mouvement qui serait né en opposition uniquement? Alors, évidemment qu'il y a des sources antérieures. Évidemment que, disons, le travail de certains artistes, notamment Tatlin, mais aussi Malevich, à partir du milieu des années 10, est tout à fait fondamental pour tous ces artistes qui les ont côtoyés, voire qui ont fait leur classe même, ou qui ont fréquenté les ateliers.
et les expositions des années 10, n'est-ce pas? Les contre-reliefs de Tatlin à partir de 1914, et antérieurement encore, évidemment, ce sont des gens qui ont vu les cubistes français. Donc, il y a comme ça une espèce d'histoire qui est faite de rebonds, d'échos, de réinterprétations, qui commence évidemment peut-être à Paris, disons, grosso modo. C'est à Paris qu'on voit certaines choses, qu'on voit les premiers Picasso, Braque, 14, etc. Et puis ensuite, on les réinterprète. Ensuite, il va se produire quand même la Révolution. Et ensuite, on va repenser l'art, etc. Mais vous avez tout à fait raison. Oui, ça ne sort pas de nulle part. Moi, j'avais une question à propos des relations avec les autres mouvements d'avant-garde, comme disait tout à l'heure le surréalisme, mais à la lecture du manifeste de Alexei Gan, c'est ça? Alexei Gan, oui. Qui est, bon, vous avez repris l'intégralité, c'est un moment dans ce livre qui est vraiment formidable, mais qui est un moment de radicalité et d'expression de radicalité assez inouïe, qui, pour moi, évoquait la radicalité que pouvait avoir le groupe situationniste et Guy Debord dans les années 50, après le lettrisme. Oui. Et il se trouve que, bon, il y a quand même des apparentements, ne serait-ce que dans les maisons qui ont abrité ces textes-là. Par exemple, Taraboukine a été édité chez Champs Libres, qui était la maison de Guy Debord. Voilà. Et est-ce que vous avez... Pourtant, il ne me semble pas que Debord parle du constructivisme, voilà, du déconstructivisme. Voilà. Et notamment de ce manifeste. Non, pas du tout. Il y a à l'intérieur du livre, il y a 2 livres. Il y a 2 livres qui sont repris intégralement, qui sont des petits livres. L'un, c'est donc le livre de Taraboukine, du chevalet à la machine, et qui est écrit en 23, en fait. Et un autre livre, dont Christian vient de parler, qui est Le constructivisme de Alexei Gan. Gan, on l'a repris en plus de ça en essayant de faire un facsimilé parce qu'il était aussi lui-même typographe. Donc il a écrit ce texte et en même temps il l'a lui-même mis en page avec les principes de mise en page qui étaient les siens. Et donc ça aurait été trahir le texte que de ne pas reprendre sa mise en page aussi. Gan, c'est quelqu'un de très particulier qui vient initialement d'un horizon politique qui est très différent. Gan, c'est un anarchiste. Et comment dire, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la façon dont les gens eux-mêmes devaient apprendre à modifier la vie, devaient se saisir eux-mêmes des instruments de la création pour faire des choses eux-mêmes, etc. Tout ça, évidemment, c'est quand même très imprégné d'idées anarchistes. Il a été, avant la Révolution, et dans la première année, il était le responsable, le rédacteur en chef de la rubrique culture du journal anarchiste qui s'appelle Anarchia, dont j'ai photocopié aussi tous les numéros depuis très longtemps. Donc, et où là, alors la radicalité, c'est insensé. C'est insensé. Donc, quand on dit « abat les musées », c'est « abat les musées ». C'est-à-dire, tout le monde doit rentrer dans les musées, pouvoir regarder les œuvres, les prendre, s'en saisir, etc. L'idée même de la visite et de la contemplation passive et gourmande, disons, des beautés, est vue comme quelque chose de totalement bourgeois, à bannir. Donc, il faut faire des choses, voilà. On garde ce qu'on garde, on ne garde pas ce qu'on ne garde pas. Enfin bref, il y a toute une dispute sur les musées qui est tout à fait passionnante. Et
en même temps, quand on lit son petit constructivisme, on voit à quel point il n'arrête pas de citer les œuvres des marxistes et des auteurs, etc., parce qu'il doit donner des gages. Parce que les anarchistes ont été, en avril 18, à Moscou, complètement attaqués, et il y a eu des morts, enfin, il y a eu vraiment des bastons dans les rues, etc. Et maintenant, et il y a eu des arrestations derrière énormément. Du coup, lui qui veut rester quand même, il n'a pas été arrêté. Du coup, il donne des gages en quelque sorte d'orthodoxie marxiste, mais en réalité, ce fond anar reste très puissant dans la matrice. Elle est cachée, mais active. Du coup, Valérie, tout ça me fait penser quand même... On dit souvent, quand on voit le constructivisme de loin, c'est l'art de la révolution. Okay, ouais. Donc c'est l'art des bolcheviks. Et en fait, ce que tu montres, c'est que les origines et la construction du constructivisme a en fait des origines extrêmement diverses et politiquement qui ne sont pas vraiment en phase avec les bolcheviks. Et d'ailleurs, Rodchenko, au départ, rejoint Gane dans Anarchia. Il est anarchiste, et d'ailleurs, il se fait appeler Anti. Son surnom qui restera toute sa vie, c'est Anti. Pourquoi ? Parce qu'il est anar. Et donc, Rosanova écrit dans cette même revue, dans ces mêmes pages culture de ce journal. Enfin, donc, il y a quand même là quelque chose qui se passe et qui est évidemment pas du tout conforme à la doxa, à l'orthodoxie, disons, bolchevique, telle qu'elle va s'imposer très rapidement à partir de 18, disons. D'autres questions ou remarques ? Je pense qu'on a fait un bon tour. Il nous reste à te remercier, Valérie, à remercier aussi Paola. Merci à vous. Il s'agissait d'une rencontre avec Valérie Posner à la librairie Ombre Blanche le 30 janvier 2025 autour de la publication de son livre « L'art dans la vie, le constructivisme soviétique dans les textes » paru aux éditions Les Presses du Réel, réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Jednou uviděla, věřím,